Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Bureau Veritas? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Ok? Très rapidement, on en a parlé plusieurs fois. Je pense que c'est la troisième vidéo sur Bureau Veritas. C'était une entreprise ici, somme toute correcte ici. Ok? Le marché a tendance ici à payer des multiples aux alentours de 20 fois les bénéfices. Donc, quand on regarde les 5 dernières années ici, je ne paye pas 25 fois les bénéfices pour cette compagnie ici, même si elle semble exceptionnelle. Enfin, même si elle semble avoir des marges très élevées. BVI, Bureau Veritas, qu'est-ce qu'on observe ici? Donc, on va faire le tout assez rapidement ici. Voilà. Du point de vue revenu, croissance des revenus, très bien. Acquisition manière organique, vous savez à peu près comment est-ce que vous allez voir ça ici. Grosse margin, est-ce qu'il est plutôt stable? Voilà, plutôt stable ici. En termes d'EBITDA ici, est-ce qu'on a plutôt une stabilité? Voilà, je constate ici que en termes d'EBITDA, c'est plutôt stable, mais bon, voilà. Par rapport à ce qu'on avait à peu près sur la entre 2010 et 2014, ici, c'est moins élevé que ça. Est-ce que c'est parce qu'elle a fait des acquisitions dans des segments ici où les marges ne sont pas élevées, mais où la croissance pourrait être élevée? Je n'en sais rien. Donc, il faut aller voir ça ici. Donc, pour le moment ici, marge EBITDA moins élevée, je n'aime pas ça. On va quand même aller vérifier ça quand on va lire les rapports financiers. Quel est l'objectif du management à ces niveaux-là? Ok. On va comparer ici les net income et les free cash flow pour voir si les deux parlent le même langage. Ici, si les deux vont dans le même sens. Net income, free cash flow, on les met sur les mêmes graphiques. Ouh, les free cash flow sont extrêmement élevés ici. Donc, on va quand même aller vérifier dans les rapports financiers si ne prend pas en considération ici les besoins, il n'y a pas de variations ici au niveau des loyers, etc. Ok, vu que je l'ai ici, pourquoi ne pas aller vérifier ça maintenant? Financial Testament, Cash Flow Testament, qu'est-ce qu'on a ici? Le cash flow, ok, on actualise ceci, donne-moi l'information. Alors, bon, semble-t-il que... Oh, c'est quarterly. Je le vends en yearly, en fait. Ok, parfait. Donc, ici, qu'est-ce qu'on constate? Cash flow opérationnel, parfait. Dépenses en capital, ici. Ok. Ok. On fait des petites acquisitions ici chaque année. Très, très bien. Donc, voilà, elle a des cash flows positifs. Ok. La dépréciation amortissement ici est de combien? 297 millions, alors qu'on consomme... Oh, ok. Donc, c'est la dépréciation amortissement qui fait essentiellement que les free cash flow augmentent à ces niveaux-ci. Ok, c'est une bonne chose. Je prends ça. On a également ici le besoin en fonds de roulement. Order fund ici, il faudrait aller vérifier d'où est-ce que ça provient ici. Mais j'aime bien ce que je vois, parfait. Donc on prendra les free cash flow ici comme véritable rentabilité du business, ok? Donc on constate, on continue ici, free cash flow, 1,40 €, ici 1,44 €. Donc les bénéfices nets même sont déjà ajustés par rapport au free cash flow, donc c'est déjà correct ici. Le marché, donc en prenant les bénéfices, c'est assez correct. Si vous comparez les deux ici, vous allez voir que ça va dans le même sens ici, d'accord? Donc, je prends ceci. Les analystes sont tendance, 80% du temps ici, ils ont raison. Ok. Donc, on me demande de payer ici combien? On me demande de payer ici 22 €. Un business qui pourrait me rapporter 1,40 € d'ici 2025. Un business est également assez prévisible. Donc, ça représente ici un rendement de 6,36%. C'est un business que le marché a tendance à payer à plus de 20 fois les bénéfices. Généralement ici 25 fois, etc. Je ne paye pas plus de 20 fois les bénéfices pour cette compagnie. Ce n'est que mon avis. Ok, vous pouvez payer 40 fois les bénéfices si vous voulez, mais moi, je suis là pour maximiser mon rendement par rapport à mon coût d'acquisition. Donc, ce qui veut dire que si on le paye à 20 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui et qu'on arrive à peu près à avoir 1,40 € d'ici 2025, on pourra avoir ici une performance moyenne d'ici de 26%, une performance moyenne ici de 15% avec dividendes réinvestis et 12,12% ici sans dividendes réinvestis. Ok, c'est une très bonne chose. En parlant de dividendes, est-ce que le dividende il est safe? Le dividende paraît safe ici. En date d'aujourd'hui, si l'entreprise vous distribue la totalité des bénéfices nets en dividende, vous aurez un rendement à peu près de 5,56%, alors qu'aujourd'hui, on distribue du 5,49%. Maintenant, est-ce que la dette nette ici est assez gérable? On va vérifier ça. Dette nette sur EBITDA. Bon, presque rien du tout. Quand on regarde la dette nette ici en termes de volume, on a un business qui peut générer du 700 millions ici par an. On peut repayer la dette nette ici en 2 ans. Donc, c'est assez correct ici. OK? Si on divise ça par le nombre d'actions ici, est-ce qu'elle rachète ses actions? Non, je vois même que le nombre d'actions augmente. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Ça, je n'aime pas. Donc, il faut aller vérifier quel est l'objectif du management ici par rapport à l'augmentation du nombre d'actions. Dans tous les cas de figure également, vu que l'entité a tendance à se négocier à 20-25 fois les bénéfices, donc peut-être que c'est souvent parfois mieux de ne pas racheter les actions à ces niveaux de prix-là. Donc, on a à peu près du 2,91 € ici en termes de dette nette. Donc, techniquement, ici, si on enlève 2,91 € par rapport au prix qu'on attend ici, donc 2,91 €, disons, c'est à peu près 25 €. Donc, je dirais qu'au prix actuel, l'entreprise est correctement évaluée. 25, 22, c'est la même chose pour moi, d'accord? Maintenant, si je l'achète en date d'aujourd'hui, c'est uniquement pour le dividende ici. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Et comme je l'ai dit, le plafond de verre ici pour 2025 est aux alentours ici de 7%. C'est bien ça? 6,36%, ok? 1,40 divisé par 22. Okay. Tant mieux si l'entreprise continue à augmenter ses marges, etc. D'accord? Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Et je me réserve toujours le droit de me tromper. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Et on se dit à bientôt. Merci.